Cette fois-ci, je souhaiterais aborder le sujet de la Russie poutinienne Mhm. et je pense que c'est un de vos grands thèmes de réflexion et d'analyse et cela, cela concerne le basculement de la Russie dans un régime totalitaire et militairement agressif. Enfin, Oui. du moins en Europe, tout le monde ne le voit pas comme ça, mais je pense que votre vision de la chose est très juste. Et donc le maître d'œuvre de ce basculement de la Russie, c'est Vladimir Poutine, évidemment. Évidemment. La Russie de Poutine est souvent présentée justement par ses admirateurs comme un exemple de force autorité et de moralité. Il serait en effet un modèle pour nous Européens, un modèle à suivre. Poutine serait le gardien des valeurs occidentales traditionnelles. Euh, Comment dire qu'un Occident décadent, nous et les États-Unis auraient jeté avec mépris à la poubelle en quelque sorte. Alors que nous enseignent pourtant, parmi d'autres informations, en tout cas c'est ce qui me semble très révélateur, les données démographiques et la réalité sociale de la Russie actuelle. Alors, je vais pas me perdre dans des tas de chiffres, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont quand même très éloquents. Surtout, effectivement, pour un pays qui nous est présenté, euh, notamment par les pro-Poutine. C'est peut-être même, d'après les discussions que j'ai eues, peut-être même plus le cas à l'étranger qu'en Russie elle-même, hein. Une attitude prise par ce pouvoir poutinien, parce que Poutine sent que ça lui permet de séduire une partie de l'Europe, mais c'est pas exactement la même configuration à l'intérieur de la Russie. Même si, il faut le souligner, peut-être qu'on y reviendra, il y a des liens qui sont forts entre la Russie et entre le pouvoir russe et des structures traditionnelles comme l'Église orthodoxe russe. Alors oui, surtout, il y a cette idée qui se répand, notamment dans les milieux de droite souverainistes en Europe, et notamment en France, qui est que finalement la Russie de Poutine, ce serait le modèle encore possible dans la modernité d'un traditionnel, d'un respect des valeurs traditionnelles, familiales notamment, de, des bonnes mœurs, tout ça, contre un Occident qui est vu comme décadent, drogué, perverti par l'homosexualité, etc. Ce genre de choses sont les raisonnements qui sont souvent tenus. Alors effectivement, les chiffres donnent tort à ça. J'en citerai juste quelques-uns, donc je disais. D'abord le nombre d'avortements, qui est un marqueur qui est jugé important par les défenseurs des valeurs traditionnelles et familiales en Europe. Le nombre d'avortements, alors en valeur absolue, c'est quelque chose comme un peu plus de 800 000 par an en Russie, sachant que la Russie, c'est un peu plus de 140 millions d'habitants. Si vous comparez avec la France, 220 000 avortements par an pour une population de 67 millions, ça fait que vous avez une Russie qui a proportionnellement un taux d'avortement qui est le double de celui de la France, qui est lui-même un des pays considérés comme les plus avancés dans la dégénérescence, je veux dire, après la loi Taubira, le mariage homosexuel, etc. Donc si vous voulez par rapport dans l'imaginaire, si on compare les chiffres, la réalité par rapport au fantasme des gens, par rapport au pays, un des pays qui est censé être le plus déliquescent en Europe au plan des mœurs, qui est la France, par rapport à la Russie a un taux d'avortement qui double. Donc déjà ça fait mal. Ensuite, la Russie est assez largement un pays de drogués. C'est une image qu'on a des pays occidentaux, mais la, vous avez une drogue terrible qui fait beaucoup de mal en Russie, qui est le crocodile. Alors, je ne connais pas sa composition, hein, mais il y avait un reportage intéressant que j'avais vu à l'époque, mais bon, ça est sorti de l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est au point de vue de ce qui concerne l'héroïne, hein, l'héroïne, donc drogue dure, qui est la drogue la plus consommée en Russie. La Russie absorbe à elle seule, alors que la population russe, de mémoire, c'est 2% de la population mondiale. La Russie absorbe à elle seule 21% de la consommation mondiale d'héroïne. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 entre son poids démographique mondial et sa consommation d'héroïne. Et Euh, je crois me souvenir que la Russie a des pays frontaliers qui sont des producteurs, des gros producteurs de drogue, oui. donc la livraison est très facile à effectuer, il n'y a qu'une frontière à passer Ben en voilà, en fait. plus vous avez la production de pavot qui se fait en Afghanistan, tout ça, donc c'est pas loin, hein. Donc effectivement, il n'y a qu'une frontière à passer, mais enfin bon. Donc déjà, niveau valeur familiale et niveau qualité de vie, qualité spirituelle, on va dire, ça donne pas un bel exemple.
Et je pourrais ajouter aussi qu'au niveau de la prostitution, il y a énormément de jeunes femmes russes qui viennent se prostituer, notamment en Europe, dans des sociétés d'escort girls et toutes ces choses-là, ou qui viennent travailler dans les grandes villes. Donc il y a énormément de femmes, de jeunes femmes qui sont très pauvres, qui ne trouvent pas de travail et qui ont la seule solution, en tout cas, de venir se prostituer Voilà, en Europe. il y a ça. Alors après, donc il y a eu des problèmes de dénatalité, liés notamment à ce très fort taux d'avortement. Il y a des problèmes d'alcoolisme, avec une espérance de vie qui est assez basse. Hein. Je crois qu'ils ont j'ai plus le chiffre en tête là, ça se trouve facilement. Je crois que c'est une dizaine d'années de moins que les pays d'Europe de l'Ouest, ce qui est très important niveau espérance de vie. Et une démographie qui donne des projections, alors pour les plus pessimistes, mais qui sont pas totalement absurdes, la population russe pourrait être réduite à 80 millions d'habitants, c'est-à-dire pratiquement la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui, en 2050. À Oui, cause de c'est vertigineux. c'est vertigineux. Alors d'autres moins pessimistes tablent malgré tout autour de 100-110 millions d'habitants en 2050, ce qui est tout de même une diminution de la population de 30%, ce qui est énorme. Hein. Donc là aussi, si vous voulez, au plan de vue santé du peuple russe, hein, et si vous additionnez ça donc au taux d'avortement, etc., ça donne un pays qui, au point de vue sanitaire, démographique et moral, tout simplement, n'est pas au mieux de sa forme, loin de là, et n'a pas une situation enviable par rapport à ce qu'est la situation dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc il y a cette espèce malgré tout d'image mythique qui se développe avec l'idée que Poutine est effectivement le champion d'eux, même si on considérait que ce sont des objectifs prioritaires chez lui, ce qu'on peut discuter, hein, c'est question de santé publique et de morale. Il suffit de regarder les résultats pour s'apercevoir que de toute façon ça fonctionne pas. Et si on juge l'arbre à ses fruits, alors considérer que Poutine est le rempart de la civilisation et des valeurs familiales et traditionnelles, c'est quelque chose de très problématique. Il faut ajouter à ça en plus tous les problèmes de la Russie pour ce qui est de la corruption, hein, donc là aussi valeurs morales. Hein. Une Russie qui est dans les bas-fonds des classements de la corruption de Transparency International, ce qui grève d'ailleurs beaucoup l'économie russe. Qui là aussi est un problème endémique qui s'ajoute aux valeurs plus privées, on va dire, et plus familiales. Donc oui, une vision totalement mythique qui est utilisée pourtant dans les milieux poutinistes pour défendre la position de la Russie et pour en faire une sorte de champion alternatif au mondialisme triomphant, enfin, ce qui est tous les éléments de langage employés d'habitude dans ces camps politiques. J'aimerais poursuivre en commençant ma question par une citation. Oui. Alors, je vais me permettre de la lire. La Russie est un pays multiconfessionnel dans lequel, et je tiens à le souligner, l'islam est une des religions traditionnelles. Cette mosquée sera une source pour propager les idées humanistes et les vraies valeurs de l'islam, contrairement à l'organisation État islamique, qui selon lui dénature l'islam. Donc, qui est l'auteur de cette citation? Eh bien, c'est le 23 septembre 2015, c'est Vladimir Poutine qui inaugurait la plus grande mosquée du continent eurasiatique. Alors n'est-ce pas un peu ironique de voir en Poutine le sauveur de l'Occident alors que son pays est indubitablement, et on a déjà parlé des phénomènes d'islamisation en Europe, donc la Russie est indubitablement plus islamisée que n'importe quel pays européen. Alors Et lui aussi est confronté à du terrorisme islamique. tout à fait. Alors la population, difficile d'avoir le nombre exact, enfin, la proportion de population musulmane en Russie serait de 15 à 20%, c'est-à-dire grosso modo le double de ce qu'elle est en France. La France ayant elle-même une population musulmane qui est le double de la moyenne européenne. Donc, c'est-à-dire que la proportion de population musulmane en Russie est le double du pays le plus peuplé de musulmans en Europe. Donc effectivement, au plan démographique, au plan de la composition du pays, voir dans la Russie le défenseur de l'Europe chrétienne contre une invasion musulmane, c'est assez aberrant parce que si vous faites la moyenne, vous y perdez. Hein. Si vous ajoutez la Russie à l'Europe, vous y perdez au niveau. Enfin, si ce que vous voulez, c'est un niveau bas de population musulmane, vous y perdrez. Ajoutons à cela que dans ce petit discours que vous venez de lire, et ça c'est très intéressant aussi,
Si on ne donne pas le nom de son auteur, Vladimir Poutine en l'occurrence, on pourrait croire que c'est du François Hollande. Pourquoi? Parce que chaque fois, Ou de l'Alain Juppé. ou du Alain Juppé, ou du n'importe lequel de nos politiciens, que les gens qui sont dans le camp poutiniste auraient tendance à pointer du doigt en disant que ce sont des gens qui sont pas assez exigeants avec l'islam, qui sont trop complaisants, hein, qui vont trop lui servir la soupe. Et finalement, on s'aperçoit qu'on trouve exactement les mêmes mots chez Vladimir Poutine, qui a chez lui plus de musulmans que nous. Donc, là encore, faire de Vladimir Poutine le champion d'une Europe, cette fois-ci chrétienne, par rapport à un islam conquérant, ça paraît assez absurde, d'autant plus que l'islam, la proportion de musulmans a tendance à progresser en Russie, hein, en plus donc au sein de ces changements démographiques importants, qui était quelque chose qui a une tendance lourde, hein, puisque Hélène Carrère-Dancos l'avait déjà prédit dans les années 70 ou 80, je sais plus, dans un livre qu'elle avait écrit, L'Empire éclaté, dans lequel elle prédisait la chute de l'URSS. Alors elle prédisait la chute de l'URSS pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons qui n'ont pas eu lieu. Elle disait, vu l'accroissement de la proportion musulmane et le réveil de l'islam comme religion, etc., ça finira par faire imploser l'URSS parce que la population musulmane aura trop tendance à vouloir s'identifier plutôt à l'islam qu'au soviétisme. Bon, ça s'est pas passé comme ça s'est effondré nettement avant. Peut-être que ça aurait fini par durer comme ça s'il n'y avait pas eu Gorbatchev et que l'URSS c'était même peut-être qu'il aurait éclaté à cause de l'islam, parce que la tendance lourde qui était évoquée par Hélène Carrère-Dancos à l'époque, elle se vérifie, hein, elle existe. Donc, en plus, il faut ajouter à ça le fait que par-delà le fait que la Russie est orthodoxe, etc., il y a quand même aussi une vieille tradition dans le pouvoir russe de s'appuyer aussi sur l'islam. Il y a une sorte d'alliance un peu curieuse entre l'Église orthodoxe et les musulmans en terre musulmane au nom du pouvoir de la défense de la Russie, tout ça. Donc, alors c'est pas le domaine sur lequel je suis le plus fort, hein. J'ai lu des gens qui parlent de ça, ça a l'air d'être une réalité historique importante, qui doit être prise en compte et qui découle finalement justement de cette composition aussi. Quand vous avez 20% de votre population qui est pas de la même religion, vous êtes obligé de l'intégrer au processus, sinon effectivement ça éclate. Enfin, cette obligation politique interne justement affaiblit fortement l'idée que Poutine puisse être un défenseur d'une Europe qui serait libérée de l'influence musulmane, puisqu'au contraire, la Russie semble aller en sens contraire, notamment quand vous prenez l'exemple, par exemple, de Ramzan Kadyrov, qui dirige la Tchétchénie pour Poutine. Alors, disons que c'est aussi un moyen, alors que la Tchétchénie est quasiment autonome de fait, hein, sous les ordres de ce Kadyrov, qui est un satrape en fait, hein. C'est un gouverneur qui a une espèce de pouvoir absolu sur la Tchétchénie, et en même temps grand soutien de Poutine et grand allié. C'est vraisemblablement lui qui a fait abattre Boris Nemtsov l'année dernière, l'opposant à Vladimir Poutine, qui dénonçait notamment, qui préparait un rapport important sur les Jeux Olympiques de Sochi, et le fait que Poutine et sa clique auraient détourné dizaines de milliards de dollars à l'occasion des travaux pour construire les installations olympiques à Sochi. Donc là aussi, effectivement, vis-à-vis de cette question de l'islam en Russie, la réalité est complètement contraire aux fantasmes qui sont nourris par les poutinistes en Europe. Oui, et pour poursuivre la démythification de la Russie ou la Sainte Russie poutinienne, est-ce qu'on pourrait aussi aborder le sujet de l'économie russe? Parce j'entends souvent parler de la flat tax en Russie. Que pourrait-on tirer comme bilan de la Russie poutinienne au niveau de son développement économique? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une diversification au niveau de son développement Alors, économique? Est-ce que la technologie, est-ce que des entreprises innovantes sont nées sous le règne de Poutine, ou alors est-ce que c'est aussi un mythe? alors des entreprises innovantes, il y en a en Russie, ça c'est pas la question. Le fait c'est qu'il y en a certainement moins que ce qu'il pourrait y avoir. Alors je vais prendre les choses dans l'ordre si vous voulez. Notamment, vous vous souvenez de ce que j'avais dit à propos de l'Union Européenne, que l'Union Européenne c'était comme une sorte de nouvelle, les gens trouveront la vidéo sur la chaîne, hein, que c'était une sorte de nouvelle URSS qui avait tenté de tirer les leçons de l'URSS, c'est-à-dire de prendre certains concepts comme ça, la concurrence, la propriété, etc.,
en se disant que ça permettait de fonctionner mieux. Bon, Poutine, c'est un petit peu le même esprit, c'est-à-dire que c'est l'ex-agent du KGB qui veut restaurer un ordre fondé sur l'autorité totale de l'État comme sous l'URSS, mais en ayant compris que la collectivisation ça ne marche pas, que l'abolition de la propriété ça ne marche pas, que la planification ça ne marche pas. D'accord? Donc son idée, en fait, à Poutine, c'est en fait Poutine voit la Russie finalement comme un petit peu comme un fermier ou comme un troupeau qu'il exploite. Alors il s'est aperçu que mettre une taxe basse, laisser les gens un petit peu travailler seuls, c'était un bon moyen pour faire en sorte que ces gens génèrent de la richesse et payent de l'impôt qu'ils puissent lui donner à lui, à l'État, d'accord? Donc en fait, c'était le meilleur moyen de faire fonctionner ce troupeau pour que lui puisse s'enrichir sur le dos de ce troupeau. C'est ça l'idée. Hein. Donc c'est un despote qui est meilleur gestionnaire que les despotes de l'URSS, parce qu'il a compris qu'il y avait certains mécanismes qui ne marchaient pas, c'est-à-dire c'est un pur pragmatique, il a évacué toute l'idéologie, hein. C'est vraiment l'officier du KGB, mais purement pragmatique. C'est comment est-ce que je peux arriver à refaire de la Russie une puissance. Alors bien sûr, la Russie serait plus riche et plus dynamique si elle était plus libre, mais pour Poutine, la liberté, notamment d'entreprendre, de commerce, etc., et la propriété, ne sont admissibles qu'en tant qu'elles servent son pouvoir et la puissance de la Russie qu'il dirige. Au-delà, non. D'accord? Le but, c'est son pouvoir à lui. Donc il va certainement pas lâcher des morceaux de son pouvoir ou de l'ambition qu'il a pour la Russie, simplement pour permettre aux gens de s'enrichir. Parce que le but, c'est pas que les gens s'enrichissent, le but, c'est que les gens s'enrichissent de manière à renforcer le pouvoir de Poutine. D'accord? C'est ça la logique qu'il y a dans le truc. Donc tout a été organisé comme ça. Alors effectivement, il y a des décisions qui ont été prises qui fait briller les yeux de certains libéraux avec une flat tax très basse, c'est vrai. Mais il faut dire que ça génère toute une richesse qui est largement captée, sinon par les impôts, du moins par la corruption. Corruption sur laquelle Poutine, in fine, a la main. Hein, puisque c'est lui qui a réussi à mettre la main sur le système de corruption qui existait avant lui, hein, et il est devenu le capo di tutti capi, hein, comme on disait dans la mafia, voilà, c'est-à-dire le parrain général, puisqu'il y avait plusieurs gangs d'oligarques en fait, il s'est hissé au sommet de l'oligarchie et il a créé une tyrannie en se mettant au sommet de l'oligarchie. C'est ça le système Poutine. Et donc il concentre tout le flux de la corruption, et je l'ai dit, au niveau de la corruption, la Russie est extrêmement mal classée, et ça joue beaucoup d'ailleurs dans son classement sur la liberté économique. De la fondation Héritage, c'est une fondation américaine, alors bien sûr les gens disent c'est les Américains, donc c'est la CIA, donc etc. Bon, je rentre pas dans ce complotisme absurde. La fondation Héritage, si c'était le cas, les États-Unis seraient beaucoup mieux classés dans ce classement. Alors, c'est pas le cas, ils sont 40e, je crois, ou quelque chose comme ça. La France est 70e de mémoire, il y a les chiffres sur mon blog. Donc, dans le calcul de la Fondation Héritage sur la liberté économique est intégré le paramètre corruption. Et la corruption, donc, grève très lourdement la position de la Russie dans ce classement, parce que malgré juridiquement, normalement, dans le système, les libertés d'entreprendre qu'il devrait y avoir, et effectivement cette imposition très basse qui joue dans la liberté économique, puisque l'impôt est un instrument d'oppression économique, si vous n'avez pas d'impôt, vous avez de la liberté économique, eh bien cet argent, il est capté dans une grande partie par de la corruption. Il faut voir aussi que et la corruption, c'est à la fois le fait de prendre de l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est le système d'économie informelle, c'est-à-dire le fait que vous avez des obligations, que vous devez obtenir l'autorisation ou l'accord de telle personne, même si elle n'a pas un pouvoir institutionnel, c'est-à-dire si c'est pas une obligation légale, mais vous êtes obligé de passer par un tel parce que c'est lui qui a la main sur le secteur, etc. Hein, selon une logique mafieuse. Donc tout ça, ça pèse énormément sur l'économie russe. Donc cette économie, elle a commencé à décoller effectivement au début des années 2000, c'est-à-dire avant la flambée du prix du pétrole. Donc le partiel décollage de l'économie russe n'est pas entièrement dû à la rente pétrolière. C'est à partir de 2004-2005 que véritablement la rente pétrolière va jouer, hein, avec la constitution des grands groupes, Gazprom et Lukoil, sous la main justement du pouvoir russe. Mais il faut voir aussi que c'est parce que tout simplement, quand on arrive en 2007-2008, c'est le moment où ont commencé à être lancés les grands programmes de réarmement russes. C'est-à-dire que c'est véritablement le moment où, après, ce que je disais tout à l'heure, après avoir laissé
le pays s'enrichir et décoller un petit peu, ce qui n'était qu'un moyen dans l'idée de Poutine. Là, on a commencé à aller vers les fins, c'est-à-dire à prévoir un réarmement massif, le but étant la politique de puissance de la Russie. D'accord? Oui, donc en fait, tout cet actif, tout ce développement économique a été principalement transféré dans le réarmement de la Voilà, Russie. en grande partie. Et en plus, donc à partir de cette période-là, il n'y a plus vraiment de croissance due à la liberté économique. À ce moment-là, il y a effectivement la hausse des prix du pétrole qui a pris le relais, qui a donné l'impression que les choses ne changeaient pas. Mais en réalité, pendant ces 10 dernières années, la Russie s'est transformée en nation caserne. Et effectivement, son principal actif, c'est l'armée avec qui a bénéficié énormément de tout un programme de réarmement, de réinstallation, etc. Et ça a commencé, alors dès 2007, c'était prévu, ça s'est accéléré après 2008 quand les Russes ont pu constater en Géorgie que leur armée tenait pas tellement la route, hein, puisqu'à côté de la petite Géorgie, ils ont eu plus de mal qu'ils n'auraient dû. Mais ça leur a permis de faire un test initial, on va dire. Hein. C'est à ça que ça leur a servi, la Géorgie, tester initialement leurs forces pour voir où est-ce qu'il fallait investir en priorité. Et ils en ont tiré les enseignements. Mais donc l'idée de croissance économique russe, aujourd'hui il y a une chose qui est certaine, c'est que l'économie russe ne s'est pas véritablement diversifiée, pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Elle a effectivement fait des progrès par rapport à l'Union soviétique, mais il faut dire qu'elle partait de loin. Hein. Mais son développement économique est grevé par un tas de difficultés, en particulier donc la corruption. Oui, donc la Russie reste principalement un exportateur de matières premières, c'est quand même sa première De ressource. matières premières et d'armes, puisqu'elle s'est fait énormément de pubs, notamment avec la Syrie. Et aujourd'hui, Sputnik News titrait fièrement commande d'armes russes, l'offre dépasse la demande. C'est-à-dire que genre on aime tellement nos armes qu'on n'est pas capable, que notre production n'est pas capable de suivre. Donc ils en sont très fiers. Alors ce qui est très ironique à nouveau, c'est que Poutine est censé incarner une certaine indépendance, une certaine résistance à l'ordre mondial et aux technocrates européens et aux oligarques états-uniens, etc. Et lui-même est un oligarque et je me souviens que vous aviez relayé il y a quelques semaines, quelques mois de ça, une information concernant la fortune personnelle estimée, évidemment, de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, il faudra que j'essaie de retrouver les liens pour les mettre sous la vidéo, que les gens puissent aller le suivre. J'avais fait un article sur mon blog qui reprenait lui-même un certain nombre de liens vers d'autres articles. Alors, je me souviens plus des noms du coup, mais l'information en substance était celle-ci. L'idée que, alors, c'était à la fois des enquêtes de journalistes, hein, si je me souviens bien, et sur dénonciation de dissidents. À l'époque, le nom de Nemtsov sortait pas, mais ce qu'il a essayé de dire ensuite, au moment d'être assassiné sur les Jeux de Sochi, allait dans le même sens, on va dire. L'idée, c'est que Poutine aurait accumulé une fortune voisine de 200 milliards de dollars, 190 milliards d'euros. Donc il serait la première fortune mondiale en réalité, avec divers actifs, notamment immobiliers en Russie, des compagnies, etc., qu'il détiendrait souvent par des prête-noms, c'est-à-dire des gens qui mettraient à la tête des trucs, mais qui ne seraient en fait que des marionnettes. Le véritable Des propriétaire, hommes de paille. voilà, des hommes de paille, le véritable propriétaire étant lui-même. À l'époque, je l'avais expliqué, ce chiffre, alors ce chiffre est énorme, il y avait d'autres gens qui disaient non, c'est trop, mais moi, ça m'avait rappelé une autre enquête très sérieuse de médias, je crois, là aussi on ira chercher un lien, de médias britanniques, me semble-t-il, sur la fortune d'Ali Khamenei, le guide suprême d'Iran, qui était estimé à 93 milliards de dollars. Là aussi en participation dans des compagnies iraniennes diverses, etc. Donc 93 milliards de dollars pour Khamenei à la tête d'un pays de 80 millions de personnes, un petit peu moins. Si Poutine avait 200 milliards en étant à la tête de la Russie, qui a une population qui est le double, le rapport paraissait correct. Donc les chiffres n'étaient pas du tout invraisemblables. Sachant que pour une grande partie, ça ne veut pas dire que c'est des maisons, des villas, etc. Ce sont des participations à des sociétés. Donc c'est une concentration du pouvoir économique en fait dans les mains du despote, qui lui donne une influence qui va bien au-delà de ce que le système juridico-politique local lui donne en soi. Hein, si vous êtes président de la République, mais qu'en plus vous êtes milliardaire, vous êtes forcément beaucoup plus puissant que si vous êtes simplement président de la République. Hein. Vous avez une indépendance et en plus vous avez une influence sur les gens
qui est absolument énorme. Donc effectivement, c'était une enquête qui, moi, me paraissait sérieuse dans ses affirmations. Dernièrement, il a été question de la fortune de Poutine dans les Panama Papers. Là, il aurait eu 1 milliard, machin. Ce serait 1 milliard d'actifs liquides, en fait, qu'il y aurait dans les Panama Papers. Mais en participation d'entreprise et en villa, en bâtiment, il s'est fait construire un palais, je sais plus où. La fortune de Poutine au total serait effectivement considérable.